suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Suite de notre série de reportages consacrés au Festival olympique de la jeunesse européenne qui se tient actuellement en Autriche et au Liechtenstein et auquel participe Alexandra de Hanovre. Nous vous en avions parlé il y a quelques mois. La DCI et Sciences Po Menton avaient annoncé l'organisation de l'école d'hiver et d'un challenge solidaire. Vous en saurez plus dans un instant. Retour sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a été donné samedi à la salle Garnier et qui a rassemblé énormément de monde. Retour sur le Festival olympique de la jeunesse européenne qui se tient actuellement en Autriche et au Liechtenstein. Une compétition réservée aux jeunes âgés entre 14 ans et 18 ans. Parmi eux, la représentante monégasque Alexandra de Hanovre. Émilie Rousseau nous présente cette jeune patineuse. C'est en début de semaine qu'Alexandra de Hanovre a fait ses grands débuts sur la glace de la patinoire de Dorbin en Autriche. Une première expérience olympique pour l'adolescente qui a commencé le patinage il y a 4 ans, en loisir tout d'abord, puis plus intensivement en intégrant une section sport-études à Annecy en septembre dernier. Elle est alors passée de 3 entraînements par semaine à 3 entraînements par jour, un changement auquel Alexandra de Hanovre s'est très bien adaptée d'après son coach Claudie Lucine. Elle est tout ce qu'il y a de plus sympathique, agréable, elle est travailleuse, elle est vraiment super. C'est une fille super qui a été tout de suite très bien intégrée dans l'équipe et elle est vraiment agréable, vraiment. Vous la suivez depuis combien de temps déjà ? Alors elle a fait 3 stages d'été avec nous sur ces 3 dernières années, on l'a eu au mois de juillet l'été. Donc on a commencé à la connaître à ce moment-là. Et puis elle est réellement chez nous sur Annecy depuis le mois de septembre, où là, d'un seul coup, elle a intégré un système qu'elle ne connaissait pas du tout. 2 à 3 entraînements par jour, elle n'avait pas du tout l'habitude de ça. Et justement, elle s'y est très très bien mise et ça n'a pas été facile pour elle. Mais on sent qu'elle est contente et qu'elle aime ça. En progrès constant, la fille de la princesse Caroline de Hanovre vit désormais de sa passion, une discipline qu'elle affectionne tout particulièrement et qu'elle connaît sur le bout des doigts. On peut s'exprimer librement et c'est vraiment un moyen extraordinaire de pouvoir faire du sport. Et quand je suis à Annecy, je suis toujours avec mes amis et on patine et on fait... Il y a vraiment un esprit de solidarité ensemble parce qu'on fait toujours tous la même chose, on n'est pas tout seul à faire cet entraînement très intense. On nous a dit aussi que vous étiez une vraie passionnée, vous regardiez les compétitions de patinage à la télévision, vous étiez vraiment incollable aussi ? Ah bien sûr, bah oui, j'adore le patinage alors que ce soit pour moi ou pour regarder les autres, j'adore ça. Lundi, Alexandra de Hanovre est entrée en compétition dans ce festival olympique de la jeunesse européenne en présentant son programme court avec quelques obligations dans sa chorégraphie, à savoir 3 éléments de saut, 3 pirouettes et une suite de pas. Pour ce premier passage sur la glace, la jeune patineuse pouvait compter notamment sur le soutien de sa mère, la princesse Caroline de Hanovre et le prince Ernst de Hanovre, ainsi que sur la délégation monégasque. Elle a fait à peu près ce qu'elle savait faire. C'est sûr qu'elle a raté son axel, mais elle est un petit peu stressée en ce qui concerne l'axel en ce moment. Et puis, elle a voulu absolument garder le double salto qui est encore irrégulier, mais elle s'est battue. Elle a fait des progrès en pirouette, elle a fait des progrès en patinage, ça, elle a pu le montrer. Je pense que cet après-midi, elle devrait arriver à se lâcher un petit peu plus sur le programme long. Fière de représenter son pays, Alexandra ne vise pas de podium pour cette compétition. Elle entend tout simplement profiter de cette expérience pour progresser et se faire plaisir. Suite de la compétition ce mercredi pour Alexandra de Hanovre. Elle pourra compter sur un autre soutien, celui du prince Albert II, avant ce déplacement en Autriche. Le souverain était invité à un dîner à Schaan, au Liechtenstein, mardi. Dîner organisé dans le cadre de ce festival olympique de la jeunesse européenne. Lors de cette réception, le prince Albert s'est entretenu avec le prince Alois du Liechtenstein et les autres autorités du pays. Étaient présents également les présidents du comité olympique du Liechtenstein et de l'Autriche.
les deux pays organisateurs de ce festival, ainsi que la délégation monégasque menée par Yvette Lambin-Berty et son chef de mission Sébastien Gattuso. Ils étaient accompagnés de Pascal Camia, président de la Fédération monégasque de patinage artistique. Et alors que le souverain se trouvait en Autriche, suite au drame qui a frappé cruellement l'armée française lors d'un crash aérien survenu à Albacete en Espagne et dans lequel 9 Français ont perdu la vie, le souverain a tenu à adresser un message de soutien au président français François Hollande. Par ailleurs, le ministre d'État Michel Roger a quant à lui envoyé un message de solidarité au Premier ministre français Manuel Valls. Retour à présent sur les événements qui ont marqué la semaine du 19 au 23 janvier sur le campus de Sciences Po Menton. Des événements qui étaient organisés par la direction de la coopération internationale. Plus de détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Deux illustrations du partenariat noué entre la direction de la coopération internationale et Sciences Po Menton en septembre dernier. D'une part, une étape importante du challenge solidaire, la désignation du projet gagnant. De l'autre, cette école d'hiver destinée aux premières années qui a permis pendant toute une semaine de placer l'aide au développement au cœur de tables rondes, d'ateliers et de conférences avec des experts et à travers différents sujets liés à cette thématique, crise et aide humanitaire d'urgence ou enjeux de développement humain. C'était en même temps un test aussi pour Sciences Po que de familiariser nos étudiants avec des thématiques très opérationnelles qu'ils ne connaissaient pas forcément directement. Et donc on voit à l'écoute en tout cas des questions qu'ils posent, de leurs réactions, de leur implication dans les débats au jour le jour, que ce sont des thématiques auxquelles non seulement ils sont très sensibles, mais qui éveillent aussi leur curiosité de citoyens et qui leur donne très clairement envie de s'impliquer et ça leur permet même pour certains d'entre eux d'affiner leur projet professionnel. Je pense que c'est primordial aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus inégal, où il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent un sens à leur travail, d'offrir très tôt un panorama de ce qui se fait, des problématiques mondiales qu'il y a aujourd'hui en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes d'éducation, toutes ces problématiques-là, parce qu'en fait on vit tous ensemble sur la même planète et qu'à un moment, évidemment, il y a déjà plein d'interactions et c'est très important que les étudiants très tôt puissent être sensibilisés à toutes ces problématiques. À l'honneur également au cours de cette école d'hiver, la dernière ligne droite du challenge solidaire, les soutenances des 3 groupes en lice. Ils se sont penchés sur divers dossiers depuis l'automne, l'éducation sans frontières au Liban, au pays du Cèdre également l'insertion de prisonnières et l'aide maternelle au Burundi. C'était un concours tout simplement, mais un peu particulier puisqu'un concours de projet de solidarité internationale sur une base volontaire. Sur 100 étudiants de première année, il y en a environ 75 qui s'étaient inscrits. Suite à un peu de travail, ils ont vu que c'était beaucoup de temps. On a gardé 6 groupes de 7 personnes et il y a eu une présélection par écrit. 3 finalistes qui soutiennent aujourd'hui à l'oral devant un jury de 5 personnes et de tous professionnels et connaissant bien ces questions. Et à l'issue de la finale aujourd'hui, un gagnant qui va gagner un financement pour mettre en œuvre son projet de solidarité dans le pays, à hauteur de 20 000 €, qui seront bien entendu, tout ça sera on ne peut plus encadré d'un point de vue juridique et opérationnel par la coopération internationale. Et on verra dans les mois qui viennent la réalisation effective du projet gagnant. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons une partie de ces jeunes sur le seuil de la porte. Ils viennent de présenter leur projet devant un jury composé de personnalités prestigieuses à l'image de Jean-Michel Severino, l'ex-directeur général de l'Agence française de développement. Je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. D'ailleurs, je souhaite aussi remercier ce partenariat qu'il y a eu entre Monaco et Sciences Po, parce que c'est quelque chose qui nous sensibilise à des problèmes vraiment très concrets et qui nous ont permis justement de nous engager sur quelque chose vraiment de passionnant. Ouais. Et qui nous a permis, nous, de nous enrichir énormément
intellectuellement. Et bon, je pense que là, on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait. Nous, notre projet s'intéressait à la question de l'éducation, de l'accès à l'éducation donc au Liban, pour les enfants entre 5 et 15 ans à peu près, pour finalement promouvoir un accès à l'éducation qui soit équitable, qui soit juste, qui soit égal, et que je pense qu'on a tous le même droit à l'éducation et je ne vois pas pourquoi il y en aurait qui l'auraient et d'autres non. Après le passage des 3 groupes, le verdict tombe. Ce premier challenge solidaire organisé entre les murs de Sciences Po Menton est remporté par le groupe dont le projet vise à contribuer à une meilleure réinsertion socio-professionnelle des prisonnières de la prison de Babda au Liban. Vous avez pu le constater dans ce reportage, Jean-Michel Severino figurait parmi les membres du jury Challenge Solidaire, l'occasion de lui demander ce qu'il pense des actions de Monaco sur le plan humanitaire. C'est une coopération exemplaire parce que d'abord c'est un engagement quantitatif important à l'échelle de l'économie de Monaco et de ses finances publiques. Donc ça marque un désir très profond d'avoir un impact. C'est une coopération qui est originale. Compte tenu justement de sa petite taille, elle peut occuper des créneaux et avoir une originalité, et une inventivité, une imagination que des très grands appareils que j'ai dirigés par exemple ne peuvent pas avoir. Et j'allais dire que ce que les autres acteurs peuvent rechercher dans cette relation avec Monaco, comme ça a été le cas pour moi dans le passé depuis l'Agence française de développement et aujourd'hui, c'est justement cette souplesse, cette créativité, cette capacité à occuper les bonnes niches dans un terrain complexe et où parfois des sujets importants, des méthodes importantes, des approches importantes ne peuvent pas être prises en compte par d'autres avec toute leur rigidité, leurs contraintes. Un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a été donné ce samedi à la salle Garnier, un programme très original dirigé par le premier violon solo de l'orchestre, David Lefebvre. Plus de détails dans ce reportage avec José Sacré. C'est un magnifique concert que nous a offert l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo samedi 24 janvier à la salle Garnier. Un ensemble à cordes de 18 musiciens et un clavecin ont interprété les 4 saisons de Vivaldi et les 4 saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla. Premier violon super soliste de la formation monégasque, David Lefebvre était à la fois le soliste et le chef d'orchestre de ce programme très original. Je reproduis la suggestion de Guidon Kremer qui est d'alterner une saison de Vivaldi avec une saison de Piazzolla, dans un ordre évidemment bien défini. Vivaldi, c'est extraordinaire finalement, cette musique. Malheureusement, elle souffre du fait d'avoir été trop célèbre et d'être, d'ailleurs, je parle au passé, d'être toujours trop célèbre. Les saisons de Piazzolla, il existe une multitude de transcriptions de cette œuvre d'Astor Piazzolla. Qu'il a composé pour le bandoneon, puisque c'était le roi du tango et du bandoneon. Exactement. Exactement, pour le bandoneon et un petit groupe de musiciens. Mais cette transcription, écrite, il faut le dire, parce que par un grand compositeur russe, qui a été écrite relativement récemment par Léonid Desiannikov, et c'est génialement fait parce qu'il intègre des courts fragments des saisons de Vivaldi, donc on est en plein, qui n'ont rien à voir. Par exemple, si je joue l'été de
par exemple de Piazzolla, version d'Esianikov, il peut intercaler tout d'un coup une petite réminiscence de l'hiver de Vivaldi ou je ne sais quoi. Et en fait, ça crée finalement une espèce de tout assez génial. Mêlant les 4 saisons de Vivaldi dans une version à la fois pleine d'énergie et de sensibilité, et la surprise de la découverte des 4 saisons d'Astor Piazzolla, ce concert, grâce à l'engagement de tous les musiciens, leur talent, leur communion dans la musique avec David Lefebvre, soliste et chef d'orchestre, fut tout simplement un moment magique, unique. Après l'embrasement de la barque lundi soir, les célébrations de la Sainte Dévote se sont poursuivies en principauté ce mardi. En présence du souverain, une messe pontificale a été célébrée en la cathédrale dans la matinée du 27 janvier. Au terme de la cérémonie, une bénédiction de la principauté a eu lieu depuis les remparts et des jardins Saint-Martin. La maison souveraine a également été bénie par Monseigneur Barcy. Passons à présent en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Jeudi, le temps déclinera peu à peu, des nuages menaçants pourront faire leur apparition en fin de journée et le vent sera de plus en plus sensible. Cependant, les températures seront supérieures au normal, comptez 15 degrés pour les maximales et 9 pour les minimales. Dans la nuit de vendredi, la pluie pourra faire son apparition, mais le temps sera assez ensoleillé tout au long de la journée, malgré le vent qui soufflera de plus en plus fort, chassant ainsi les nuages, entraînant avec lui des températures très fraîches, plus clémentes, à l'abri du vent. Samedi, le ciel sera partiellement nuageux et la force du vent diminuera en cours de journée. Cependant, prévoyez de sortir les manteaux, car une grande fraîcheur envahira la principauté, avec des maximales atteignant péniblement les 10 degrés. Le premier jour de février sera quant à lui nuageux, mais de belles apparitions ensoleillées envahiront le ciel dimanche dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. La suite de vos programmes dans un instant sur Monaco Info. À très vite.